Bonjour, bienvenue à cette rencontre bimensuelle. Donc, je m'appelle Suzanne Masson, je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, aujourd'hui, la rencontre est rendue possible grâce à l'appui financier de Appui Capital National, dont vous voyez l'information au bas de l'écran. Alors, j'ai titré cette rencontre Êtes-vous vieux ou trop vieux? Vraiment en lien avec le phénomène de la pandémie où plusieurs pays sont intervenus en demandant aux gens de 65 ans et dans certains autres endroits, comme au Québec, 70 ans et plus, de demeurer confinés à la maison. Suite à cette situation, dans la pratique et autour de moi, j'ai pu constater que plusieurs fois, des gens de 65 et 70 ans qui me disaient: Je ne me sentais pas vieux, mais maintenant, je sais que je suis vieux». Alors, j'ai voulu faire un temps d'arrêt là-dessus. Alors, on a Albert Einstein qui nous dit: «Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé». Alors, vous voyez un peu, le terrain sur lequel je veux vous amener, concernant justement le phénomène de vieillissement. Donc, beaucoup de recherches, pardon, qui démontrent que, une attitude négative, face au vieillissement a un effet dommageable sur l'estime de soi des personnes âgées. En passant, une personne âgée, c'est toujours quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors, dès le moment où vous venez au monde, il y a plein de gens qui sont plus âgés que vous, qu'ils aient 1 an, 2 ans ou 70 ans. Alors ça, c'est une chose qu'on va régler tout de suite. Hem, donc c'est ça, il faut être conscient de cette situation-là. Il y a aussi que durant la pandémie, on s'aperçoit, qu'il y a une conscience de société qui est tournée vers les jeunes, des privilèges aux jeunes, l'apparence jeune, hem même dans les médias, quand on choisit des personnes d'un certain âge, on va les choisir avec une apparence plus jeune que leur âge ou plus en forme qu'une majorité de personnes. Alors, il y a beaucoup d'impact là-dessus et ce que je voulais vous dire aussi ça va, on va aller à l'autre diapositive. Sinon, je vais m'emporter et je vais, vous donner toute la présentation, d'un coup. Voilà, j'ai fait une petite recherche sur Google avec les images. Alors, d'abord, des expressions populaires qu'on entend, hein: «Lutter contre le vieillissement», comme si le vieillissement était un ennemi. Le vieillissement, c'est un processus naturel et il y a des gens de 30 ans que parfois on va dire: «Mon Dieu, on dirait un petit vieux», dans sa façon d'agir, dans sa façon de penser et on va voir des gens de 80 ans, puis on va dire: «Mais il est donc bien jeune». Alors on c'est lutter contre le vieillissement. Vous voyez que déjà, on installe une façon de penser. Bien vieillir, quand on dit aux gens: «Ah, il vieillit bien» ou «Mon Dieu, on essaie de bien vieillir». Est-ce qu'il y a une façon de mal vieillir? Ce serait peut-être par rapport à la maladie ou par rapport à des philosophies de vie? Bien, on va s'en parler. Alors ici, on dit: «Les attitudes et les stéréotypes sont multidimensionnels» et je vous dirais que c'est là-dessus que va passer l'essentiel du vidéo. Chacun a le droit à son opinion, chacun a le droit à ses perceptions. Ce qui est important, c'est de ne pas, contaminer les autres, pardon, avec nos perceptions négatives. En cherchant le mot «vieillissement» sur Google et en essayant de voir les images que ça apportait, alors on voit ici, en bas, on voit l'image des barils. Alors, on peut penser que c'est, des barils pour faire vieillir, le vin ou un alcool. Donc ça, c'est un vieillissement qu'on aime bien, hein, qui va donner du goût, de la saveur, qui va nous amener plus loin, une expérience différente. La deuxième image que Google nous présente et je vous dis, c'est les 3 premières qui sont ressorties. On voit très bien que c'est une personne en fauteuil roulant et une personne quand on voit la peau tachetée, on pense tout de suite que c'est une personne âgée. Il n'y a rien là-dessus qui nous donne l'impression qu'on a quelqu'un de 12 ou de 25 ans. On a vraiment l'impression qu'on a quelqu'un ici de 80-90 ans peut-être. On suppose.
Et donc, une personne qui est en perte d'autonomie, c'est ce qu'on nous présente là, pour vieillissement. La troisième image, on nous présente une personne qui marche, un être qui marche avec une canne et on voit que c'est la tombée du jour. Alors, c'est quoi symboliquement? On veut dire que c'est la fin de la vie. Le vieillissement, ça veut dire qu'on s'en va vers la nuit. C'est quoi ces messages-là? Mais vous voyez, en images, tout ce qu'on peut dire. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on dit avec nos mots. Elles, ici, on parle des personnes âgées. Elles ont l'impression de ne pas avoir de place dans la société, de lui coûter trop cher, même si certaines d'entre elles sont en réalité confrontées à une grande précarité économique. Bon, je vous dis tout de suite, les informations que je vais vous présenter ne sont pas uniquement de mon cru. Bien sûr qu'il y a ma réflexion ajoutée. Par contre, j'ai visionné et je suis allée lire plusieurs conférences, plusieurs comptes rendus de recherche sur le vieillissement et certaines, en effet, sur la pandémie et sur l'agisme. Alors, c'est ce qu'on va tous regarder ensemble aujourd'hui. Donc ici, on nous parle de la place des personnes âgées dans la société. En effet, il y a différentes sociétés qui vont intégrer les personnes âgées dans le quotidien, dans le vécu familial, où il va y avoir, c'est impensable de voir une personne âgée qui n'est pas chez un de ses enfants ou petits-enfants et que tout le monde vit ensemble. Ici, au Québec et dans la majorité de l'Amérique du Nord, nous avons des centres d'hébergement. Il y a des personnes qui, en vieillissant, choisissent d'aller vivre dans des centres d'hébergement pour personnes autonomes, semi-autonomes et non autonomes. Alors, il y a des choix qui se font. Il y en a d'autres qui sont imposés par l'état de santé de la personne. Et là, c'est souvent ce qui va arriver pour les personnes non autonomes. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir l'ambiance sociale générale qu'on peut découvrir à l'intérieur de cette phrase-là. C'est qu'en vieillissant, bon, je ne sais pas où vous êtes présentement lorsque vous écoutez, ici au Québec, à partir de 65 ans, chaque personne peut recevoir un fonds de un revenu de retraite ou de rente provinciale et fédérale. Fait surprenant, je ne suis pas allée vérifier les chiffres tout dernièrement. Mon information date de quand même l'automne dernier, mais ici, à partir de 80 à 90 ans, le revenu versé par le gouvernement va diminuer facilement d'environ 100 ou 130 dépendamment de la situation de la personne, de son revenu et de toute la précarité qui va être autour si la personne a besoin de soins ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui est en santé va avoir encore moins de revenus. Alors ça, c'est un peu aberrant de penser que quelqu'un dont la vie est prolongée, on lui donne moins de revenus. Ça veut dire qu'on suppose que cette personne-là ne sort plus, ne va plus au cinéma, cette personne-là ne va probablement plus au restaurant, ne se déplace plus. On a sous-entendu, en baissant le revenu, que la personne n'avait plus de dépenses autres que son hébergement. C'est un peu particulier, hein? Mais c'est ça. Pourtant, le coût de la vie augmente. Alors ça, c'est des choses dont il faut se préoccuper, je vous dirais, maintenant et peut-être même porter à l'attention de nos gouvernements qu'il y a des choses à ajuster parce que c'est une vieille loi et des vieilles conditions qui n'ont pas été ajustées depuis nombre de décennies, alors que la moyenne, l'espérance de vie était beaucoup plus basse que maintenant. Parlons de l'agisme. Alors oui, parlons-en. Alors, oui, on va y aller par étapes parce que c'est sûr que je vous dis, c'est un sujet qui m'anime beaucoup, qui peut me porter à être très émotive et à vouloir pousser un petit peu des informations, des perceptions personnelles. Alors, je vais rester le plus objective possible. Alors, les stigmates de l'agisme. Alors, on n'en veut pas de l'agisme. Il n'y a aucune société qui veut ça. Pourtant,
on le pratique tous sans s'en rendre compte. Je vous dis, depuis le phénomène, le début de la pandémie, lorsque j'ai entendu confinement pour les gens de 70 ans et dans certains pays 65 ans, obligatoire, j'ai porté une attention tout à fait particulière à tout ce qui pouvait être une attitude ou des mots qui concernent l'agisme et je suis impressionnée comme on baigne dans l'agisme. Alors, il faut faire quelque chose. Alors, tout comme le sexisme et le racisme, l'agisme marque les rapports sociaux, c'est évident, économiques, politiques et culturels, tant dans les espaces publics que privés. Alors, juste cette phrase-là, déjà, là, je vous dis, là, la majorité des sociétés, pour avoir lu des choses qui se passent en Europe, heu, dans tous les pays de l'Europe, certains endroits aussi en Amérique du Sud, je vous dirais, je pense que tous les continents, on est touchés par l'agisme. Il y a vraiment, des situations particulières qui vont faire qu'on va éloigner, certaines catégories de gens et non pas par rapport à leurs besoins ou leur situation, de vie, mais beaucoup plus par rapport à l'âge et c'est ce qui s'est passé dans la pandémie. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, tous les phénomènes sont touchés. Notre façon de parler, de regarder, de penser le vieillissement, doit être remis en question. C'est l'intervenante en moi qui vous parle. Les personnes âgées sont plutôt perçues comme bénéficiaires de temps libre que fournisseurs de soutien. Et pourtant, lorsque j'ai étudié en gérontologie, en sociologie, dans les années 98, 99, 2000, on parlait de la société de loisirs des premiers boomers. Alors, on disait que ce groupe-là était hédoniste, mettait le plaisir de l'avant dans leur vie, que c'était des gens qui allaient acheter, consommer pardon, du loisir, qui allaient s'organiser par eux-mêmes pour se divertir et qui allaient être très exigeants dans le milieu de la consommation pour avoir de la variété au niveau du divertissement, au niveau culturel, au niveau voyage. Oui, ça s'est confirmé en grande partie, mais ce n'est pas la majorité des gens. Ce qu'on a pu, en tout cas, ce qu'on peut constater, je n'ai pas de statistiques à l'appui, mais vous allez voir à la fin dans la bibliographie euh, plusieurs endroits où vous pouvez aller vérifier les données que je vous amène. Mais ce ne sont que les boomers bien nantis, les premiers boomers bien nantis qui agissent de cette façon-là. Et les premiers boomers bien nantis, on parle peut-être des 5 premières années, donc les gens qui ont présentement euh, 60, 68 à 72, 13 ans. Plus vous diminuez, plus vous vous rapprochez du 60 ans, moins ces gens-là ont eu le bénéfice d'avoir de bons revenus. Ici, je parle ici au Québec surtout, dans les boomers québécois, les premiers ont eu l'avantage au niveau économique d'être choisis par les entreprises alors qu'ils étaient encore aux études, d'avoir des emplois permanents dès leurs premières années et c'était encore l'époque où les gens avaient un emploi pour la vie. Euh, pour faire partie des débuts soixantaine, je vous dirais que ça a cessé d'exister. Les gens qui ont présentement entre 60 et 65 ans, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. On a davantage connu du travail à la pige, du travail autonome, des emplois sur appel. Donc, au niveau financier, ce n'est pas du tout la même situation. Il fallait cumuler les emplois et parfois travailler 2, 3 ans à un endroit, changer pour essayer d'améliorer son sort continuellement. Alors, il y a un décalage. J'aimerais qu'on cesse de dire que tous les boomers ont vécu la même chose. Ce n'est pas vrai. Mais les premiers ont fait des changements dans toutes les sociétés. Ça, c'est vrai. Alors, on va le voir aussi un petit peu plus loin. Et de dire qu'ils ne sont pas fournisseurs de soutien, c'est tout à fait ridicule. On va le voir tout à l'heure. On va parler de la quantité de bénévolat qui est offert par les personnes
qui sont à la retraite ou qui ont choisi de faire une retraite, peu importe leur âge. Les personnes âgées deviennent alors l'objet de discours politiques et médiatiques parfois culpabilisants. Les représentants, oh, excusez-moi, il y a une petite faute d'orthographe ici, comme les présentants, ah non, c'est bon, les présentants, excusez-moi, comme un problème pour l'économie publique du fait de leur nombre, de leurs besoins de soutien et de leur statut non actif. Là, ce qu'on nous dit, et c'est souvent ce qu'on va entendre dans la société, les boomers nous coûtent cher, les personnes âgées nous coûtent cher. Alors, on va pouvoir le rectifier tout de suite, mais on va le voir aussi tout à l'heure. Les personnes qui présentement demandent des soins et de l'aide financière ont contribué à la banque qui présentement paye ces soins-là. Alors, ils ne demandent pas plus que qu'est-ce qu'ils ont donné et il y a des recherches qui le prouvent. Le montant au niveau économique, ce qui est demandé par ces gens-là est le montant qui a presque toujours été donné, adapté au coût de la vie, bien sûr, pour les soins de santé. Alors, ils n'en demandent pas plus. C'est juste qu'il y en a plus qui demandent la catégorie de soins pour personnes semi-autonomes et non autonomes. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, là, mais donc l'enveloppe est restée presque la même si on observe dans le temps le coût de la vie, donc ça s'est ajusté au coût de la vie, et l'argent qui est donné pour les soins de santé est resté le même. Alors, c'est une variante très faible et ça, c'est pas de mon cru, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé scientifiquement et avec des calculs sérieux. Oui, excusez-moi, je vais lire un petit peu dans mes notes pour être sûre. Quand on parle de l'AGIS et des stigmates par rapport aux aidants et aux aidés, à partir du moment où on dit qu'on est dans l'agisme, dans le vocabulaire de l'agisme et dans les phrases qu'on a devant nous, ça amène peut-être, pour certains aidants, à avoir un comportement différent par rapport à l'aider. Et si on disait uniquement les personnes et qu'on arrêtait de catégoriser les âges, on a une personne qui aide, une personne qui a besoin de soutien pour fonctionner dans le quotidien, et c'est tout. Qu'on arrêtait de regarder les âges, ça changerait les comportements. Des fois, on va entendre des choses comme Ah, mon dos, as-tu vu, il se tient comme un petit vieux. Et là, on parle de la posture de la personne. C'est quoi ça, se tenir comme un petit vieux? Déjà, petit, c'est diminutif. Et même si on disait il se tient comme un vieux, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle là plus, et puis l'image qu'on se fait souvent, c'est quelqu'un qui est courbé vers l'avant ou qui se tient en appui sur quelque chose. Là, on fait un lien avec quelqu'un qui a besoin d'un soutien. Il y a des gens qui ont besoin de soutien pour marcher, pour se tenir droit et qui ont 20 ans. Alors, vous voyez, ça, c'est des images qu'on a intégrées avec le temps et dans les populations et qui ne font que continuer. Alors, quand on est un aidant et qu'on est baigné de ça, et je vous dirais comment on fait pour ne pas en être influencé, bien, on va avoir un comportement différent. Et quand on arrive avec la pandémie, on va le voir, bien, je vais tout de suite vous changer la diapositive. Excusez-moi, je perds ma petite flèche. Quand on arrive au niveau de la pandémie, ce que ça fait, c'est qu'on a isolé les aidants qui avaient 65-70 ans et plus avec leur aidé en disant, vous restez chez vous, ne nous dérangez pas, vous êtes un danger pour les autres et les autres sont un danger pour vous. Ça, pensez-y, là. Est-ce qu'on est vraiment, comme société générale, est-ce qu'on vient de donner vraiment un accompagnement positif et efficace pour un aidant et pour l'aider? J'ai des grands doutes. Et on va aller vers les solutions. Là. Je ne fais pas juste dénoncer et provoquer des choses. Là. On va aller vers des solutions. Alors, l'AGIS dans la lutte contre le coronavirus. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, ici, on nous dit augmentation des risques de mourir du coronavirus avec l'âge
Et cette augmentation-là, donc, est venue légitimer ces mesures plus strictes à leur égard. Ah oui? Et si on avait dit, plutôt que de parler d'âge, et si on avait dit les personnes pour qui la santé est plutôt précaire ou qui croient être plus vulnérables à certains microbes, nous vous invitons au confinement, nous vous invitons au port du masque, à la désinfection des mains, à la distanciation. On vient de changer des choses, là. On va continuer. L'invisibilité des personnes constituant la raison d'être des mesures interroge. Alors, ce qu'on dit là, c'est le fait qu'on n'a pas consulté dès qu'il y a eu le confinement. Et on sait tous que tout s'est fait très vite et en urgence. C'est la première fois qu'on vit ça, une pandémie ici au Québec, au Canada. Donc, oui, il fallait agir rapidement. Par contre, il est toujours temps de s'ajuster et on aurait pu dire, à court terme, voici ce qu'on demande, à moyen long terme, on va réévaluer. Et là, on aurait pu consulter les organismes communautaires qui œuvrent auprès des gens qui ont besoin de support ou la catégorie qu'on avait identifiée du 70 ans et plus. On aurait pu consulter les gens eux-mêmes et on aurait pu là, faire le réajustement nécessaire en disant, oh, un instant, c'est vrai qu'il y a des gens de 70 et de 80 qui sont très en forme, qui sont capables d'entretenir leur maison, de s'occuper d'eux et même de pourvoir aux besoins des autres. Et ces gens-là ne sont pas vulnérables, ne sont pas visés par le risque, autre que la majorité de la société. Donc, on utilise les moyens d'hygiène en cas de pandémie qui ont été énoncés. On aurait pu faire ça. Alors, le troisième énoncé. Il en résulte que, en vieillissant, chacun, chacune d'entre nous perd une part de pouvoir. Et ça, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé avec la pandémie, avec le coronavirus, le COVID-19. Mais il faut s'habituer, là. Hein? Ici, là, c'est nouveau en Amérique du Nord. Il y a des pays qui vivent avec des pandémies depuis des décennies. Ils se sont adaptés. Ils ont installé les mesures d'hygiène nécessaires. On a des médecins qui vont au-delà de nos frontières. La Croix-Rouge, le Croissant blanc, tout ça fonctionne dans les milieux de pandémie et pourtant, les soignants ne sont pas tous contaminés parce qu'on peut utiliser des méthodes. Alors, on aurait pu faire ça aussi et on peut encore le faire. Et la part de pouvoir, je trouve ça très important pour travailler avec l'approche empowerment qui favorise réappropriation du pouvoir de chaque personne. Vous avez du pouvoir jusqu'à votre dernier souffle de vie. Ne laissez pas les gens vous enlever votre pouvoir. Peu importe ce qui atteint votre état de santé, vous pouvez continuer de faire des choix dans votre vie et probablement les énoncer. Il y a parfois des gens qui perdent l'usage de la parole, ils vont pouvoir l'exprimer autrement. Ce qui est important, c'est que les soignants qui entourent, les aidants qui entourent ces aidés-là, c'est d'être attentifs et vous allez comprendre les messages. Laissez le pouvoir à chacun. Moi, je veux garder le mien jusqu'à mon dernier souffle et je ne vois pas pourquoi vous ne garderiez pas le vôtre jusqu'à votre dernier souffle, dans toutes les situations. Tant qu'on a notre jugement et qu'on n'est pas dangereux pour nous-mêmes ou pour les autres, on devrait pouvoir exercer notre propre pouvoir. Alors, le quatrième énoncé, par ailleurs, cela les positionne, on parle toujours des personnes de plus de 70 ans, comme des victimes plutôt que comme des personnes à parts entières, actrices de la société et de leur vie. Ben voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut garder tout le pouvoir qu'on a sur notre vie, sur nos choix de vie. Hem, Comme je vous dis, à moins que vous viviez une certaine difficulté qui fait que vous ayez besoin, de gens pour exercer votre jugement mais ça se fait d'être accompagné là-dedans aussi. Et voilà, c'est ce qu'on fait. On positionne automatiquement les gens comme des victimes et c'est ce qu'on a fait en disant aux gens de 65 et 70 ans: «Vous êtes confinés, le microbe, le virus est dangereux pour vous, vous êtes dangereux pour les autres,
vous risquez de contaminer aussi et vous risquez d'être contaminé. Donc, vous êtes des victimes potentielles, on va vous isoler. Qui veut ça? Personne. Personne. Et ça n'a aucun rapport avec l'âge, malheureusement. Je vais tenir mon bout, on est là-dessus. Là. Je vous l'ai dit que ça m'atteignait, ce sujet-là. Depuis le début de la crise, 3 personnes sur 5 ont le sentiment d'être traitées de manière différente et 1 sur 5 rapporte avoir été traitée de manière injuste à cause de son âge. Vous avez sûrement entendu et vu comme moi des situations où des personnes qui avaient, qu'on pourrait dire, avaient l'air plus vieilles que certaines autres, se présenter dans des commerces ou des endroits publics et se faire dire: «Vous êtes vieux, vous êtes supposé d'être chez vous. Retournez à la maison et attendez qu'on aille vous livrer des choses ou qu'on aille vous porter des services». Et si cette personne-là, peu importe son apparence et son âge, est une personne en santé, capable de fournir des soins et capable de contribuer à la société, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de s'enlever une aide potentielle et on vient de dire à cette personne-là: «Tu es vieux». Je vous dis, je l'ai entendu depuis le début plus d'une fois, des gens me dire: Je ne me sentais pas vieux, mais depuis le début de la pandémie, avec ce qui s'est passé, avec ce qu'on me dit et de la façon que je me suis sentie tassée, je suis maintenant convaincue que je suis vieux». C'est horrible ça. C'est horrible ce qu'on vient de faire là. Alors l'effet sur le moral des seniors, puisqu'on est là-dedans, et avant que je ne m'emporte trop, bien sûr, je m'excuse, hein, je tourne mes petites pages. Alors, l'effet sur le moral des seniors, eh boboy, hein, oui. Depuis le début de la crise, pour près d'1 personne sur 3, ce sentiment de solitude est même devenu plus fort. Alors, là, c'est que je ne vous mets pas toutes les recherches au complet, bien sûr, c'est trop lourd, mais il y a des recherches qui ont été faites sur le sentiment de solitude, puis on voulait voir à quel point il y avait des personnes qui souffraient de l'isolement. Même nous ici, à l'association bénévole, on a entamé des démarches et un soutien, un accompagnement téléphonique pour les gens qui sont seuls, pour éviter que les gens vivent la situation d'isolement le plus possible. Alors, bien, peu importe tous les efforts qu'on a faits, vous voyez, 1 personne sur 3, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, également, qu'une priorité de traitement soit accordée aux plus jeunes. Alors, vous l'avez entendu, je l'ai entendu, dans les premiers temps de la pandémie, peut-être que ça se dit encore, j'espère que non, des professionnels de la santé dire: «Si tout le monde se présente aux urgences et si les gens ne respectent pas les mesures d'hygiène qu'on demande, la distanciation, le port du masque, la désinfection des mains, nous aurons probablement un surplus de gens aux urgences, donc nous devrons exercer une priorité de traitement qui peut être du genre offrir, un système respiratoire d'appoint à une personne âgée ou l'offrir à un jeune enfant qui est en détresse respiratoire aussi». On a entendu ça, hein? Alors comme personne vieillissante, qu'est-ce que j'entends moi? C'est que ma santé vaut moins qu'une autre. Donc, tirez-en vos conclusions, là. C'est pas rassurant, là, mais ça a été entendu et quand on fait, je vous dis, on fait de l'accompagnement téléphonique, on l'aurait entendu des gens qui ont dit: «C'est effrayant d'entendre ça, ça me fait peur». Alors, des peurs sont exprimées de ne pas arriver à vaincre la pandémie. Alors, oui, les peurs qui sont exprimées, c'est surtout par rapport au fait que les gens sont confinés. Si dès le départ ou dès maintenant, on disait: «Il n'y aura plus jamais de confinement», nous allons je crois même que, certains professionnels ont commencé à le dire, certains ministres et professionnels de la santé. Nous devons exercer les mesures d'hygiène au maximum.
la distanciation, le port du masque, la désinfection des mains. Je me répète, mais il faut le répéter jusqu'à ce que tout le monde le fasse et que ça soit bien compris. Le port du masque, c'est dès qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Si vous êtes tout seul dans votre voiture, ça n'a aucun sens. Vous ne le faites pas, là. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça. Et la distanciation dans une voiture, c'est possible si ce n'est pas des gens qui habitent avec vous, qu'une personne soit sur le siège arrière et vous êtes sur le siège avant pour conduire ou l'inverse. Alors, il faut adapter nos façons de vivre, nos façons de faire. Attendez un petit peu. Et là, c'est le stress qui est lié au confinement. Ce stress-là, on ne peut pas le mesurer encore. Mais je peux vous dire qu'il est grandement augmenté sur le style de vie de chacun. Il y a eu ici au Québec des groupes d'ergothérapeutes qui sont allés porter main forte dans les CHSLD, sont allés aider dans les soins d'hébergement de longue durée, dans les centres d'hébergement, pardon. Et voici ce qu'ils ont ressorti. Notre constat, 2 points, ces pratiques qui perdurent depuis des années nuisent à la qualité de vie de nos aînés. Alors, on parle des pratiques qui ont été appliquées pour la pandémie, mais vous allez voir un peu plus tard, au prochain énoncé, ce sont des pratiques qui sont là depuis, il y a des pratiques qui sont là depuis longtemps. Et je vous dis, pour être proche aidante de ma mère qui est elle-même en soins d'hébergement de longue durée, ça fait quelques fois, moi, que je dépose des plaintes et que je rencontre des dirigeants et que je me soulève contre les avis grippales qui exigent la même situation d'isolement des personnes hébergées en centre d'hébergement de soins de longue durée. Ils sont confinés dans leur chambre pour éviter qu'ils n'attrapent la grippe, alors que les personnes qui sont grippées sont déjà alitées et confinées. On ne doit pas confiner des gens en santé. Ça, c'est ma perception. Et voici ce que les ergothérapeutes ont ajouté. La situation ne date pas d'hier, mais que la pandémie expose et exacerbe une problématique profondément ancrée depuis longtemps. Alors oui, malheureusement, il y a des pratiques qui sont en usage et qui ne correspondent pas à l'évolution de toute notre technologie et de notre connaissance de la transmission des virus et des microbes. Il faut vraiment s'adapter. Il faut aussi être conscient que dans ces établissements-là, il y a une évaluation du gestionnaire sur le taux de propagation de virus ou de microbes. Je ne veux pas faire un scandale ici, là, mais ça, c'est inacceptable, mais je sais que ça existe. Dans les établissements d'hébergement, les aînés sont confinés à leur chambre en permanence, sans qu'aucune mesure compensatoire ne soit mise en place pour réduire les effets néfastes de l'immobilisation prolongée, de l'absence de stimulation et de l'isolement social. Il n'y a pas de pilule contre l'ennui, il faut ramener les activités. À chaque fois, moi, que j'ai déposé une plainte, je vais dans ma situation d'aidant versus ma mère qui doit vivre l'isolement dès qu'il y a un avis grippal, ce que j'ai toujours dit, c'est que je préfère que ma mère meure de la grippe que de l'ennui. On ne veut pas ça, personne. On ne souhaite à personne de mourir d'ennui. C'est quelque chose de vraiment, c'est horrible, juste à penser. L'effet de l'ennui sur un être humain, c'est abrutissant. Et ce n'est pas nécessaire d'isoler les gens en santé pour éviter qu'ils attrapent un microbe ou un virus lorsque la personne à risque de contaminer est déjà elle-même isolée. C'est impensable. Si on devait faire ça dans toutes les sociétés, ça voudrait dire, ici au Québec, que tout l'automne et tout l'hiver, on resterait chez nous tout le temps. C'est vraiment, et c'est surtout de penser que lorsqu'on demande à tout le monde ce confinement-là, on limite les rencontres humaines, alors qu'on sait que l'être humain est un animal grégaire et qu'il a besoin des autres humains pour être stimulé. On évite en effet de la stimulation. Certains m'ont dit, oui, mais il y a le téléphone, la télévision. Ah oui, vivez-le. Vous savez qui vit ça, d'être isolé comme ça?
ce sont des gens en détention et on pense que ça va les réadapter. Preuve est à l'appui que ça ne réadapte pas personne d'être isolé avec une télévision et un téléphone. Non. Ce qui va aider les gens à se sentir bien et avoir espoir que tout va aller mieux, ce sont des contacts humains positifs et stimulants. C'est l'intervenante qui vous parle. Et oui, ça, je m'emporte. Alors, je vais me ressaisir tout de suite. L'AGIS, le véritable problème. Oups, je vais tasser ma petite image ici. Alors, ce n'est pas moi qui vous le dit, c'est le professeur Henri Somme qui parle ici comment l'agisme est un véritable problème. Alors, ici, on dit le stéréotype. Association en partie consciente et en partie inconsciente de concepts avec les caractéristiques d'une personne. Alors, c'est ce que professeur Somme a ressorti et je vous invite à aller écouter sa conférence justement sur, on va s'en parler un petit peu plus tard, là, sur le vieillissement. C'est un gériatre qui est à Gênes et qui a travaillé ici avec l'équipe de l'Université Laval il y a quelques années. Et il nous parle comment on mélange des stéréotypes positifs et négatifs. Il y en a. Et comment on le fait de façon consciente et inconsciente. 90 des personnes de la population activent des stéréotypes inconsciemment. Alors, 90 de chacun de nous, on utilise des stéréotypes sans s'en rendre compte. Parce que c'est devenu des modes de pensée, des modes de fonctionnement et des philosophies de vie de société. 80 des personnes pensent que vieillir est horrible, que vieillir est horrible. Les personnes qui pensent que vieillir est horrible ont une moins bonne santé cardiaque que les autres. Et c'est pareil pour la mémoire. Et ça, il y a une recherche qui le prouve et justement, la conférence du professeur Somme nous l'explique très bien. Vous voyez comment ça a un effet sur l'impact sur la santé des gens directement. On parle on parle de la santé mentale et comment la santé mentale influence la santé physique. On en est là. Des lésions de la maladie d'Alzheimer sont plus fréquentes sur les personnes qui ont des stéréotypes négatifs forts. Moi, c'est la première fois que je lisais ça et ça m'a beaucoup impressionné parce que ça stresse le cerveau, on crée la maladie. Ce que, prenez-le pas, bien sûr, je vous ai mis une phrase globale, là, il faut aller écouter pour comprendre le cheminement du professeur Somme et tout le cheminement de la gériatrie, de son poste de gériatrie. On dit vraiment comment on ancre dans notre cerveau une façon de penser et de fonctionner qui va nous amener vers une perte d'autonomie. C'est vraiment ça. C'est intéressant d'aller voir ça. Les stéréotypes reliés à l'âge sont davantage pourvoyeurs de discrimination. Ces discriminations sont acceptées socialement ainsi que de la victime elle-même. Combien de fois on va entendre quelqu'un dire ah, je me lève le matin maintenant, j'ai mal partout. Ah, je suis rendu un petit vieux, une petite vieille. On va le dire pour nous. Alors, vous voyez, c'est notre propre perception qu'on vient colorer là parce que c'est installé dans nos mœurs, dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir. Et il faut changer ça. On a la preuve maintenant que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre équilibre mental et c'est pas bon pour notre santé physique. Dans les stéréotypes négatifs qu'on va voir, le professeur Somme a ressorti, on va dire que les personnes âgées sont vieillissantes, oui, envahissantes, mourantes, peu performantes en général, surtout sur le plan cognitif, non compétentes avec les nouvelles technologies, sourdes, déprimées, c'est encourageant, hein? Mais c'est vrai qu'on entend ça autour de nous, là. On n'invente rien. Isolées, en maison de retraite, malades et fragiles. Ça, c'est ce qu'on entretient comme stéréotype négatif. Comme stéréotype positif, on va dire que la sagesse, c'est relié avec l'âge. Donc, on a le goût d'être sage. L'expérience, c'est relié avec l'âge. On ne vient pas au monde avec un bagage. Ben oui, mais je veux dire, pas avec une expérience de vie. On a des capacités de transmission de savoir et de valeurs qui sont intéressantes. Et en effet, on est ceux qui portent, en vieillissant, on est celui qui porte le flambeau des valeurs pour les générations qui vont venir.
Alors, vous voyez, on utilise un peu les deux stéréotypes, le positif et le négatif, mais vous voyez que le poids du négatif pèse un petit peu plus dans la balance. Ce qui est important de ressortir, c'est que les personnes de 65-70 ans et plus sont des consommateurs et des contributeurs. La consommation des services culturels augmente en effet légèrement avec l'âge. Ça, c'est des résultats statistiques. Et on dit les seniors fournissent de surcroît un important travail bénévole, permettant ainsi à la communauté de réaliser des économies substantielles. Alors oui, en étant plus disponible de notre temps, pardon, on va aller plus vers les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle. On a les sous, on a le temps, c'est une belle combinaison. Et en même temps, on va voir des situations qui vont faire que les seniors vont aller faire des lectures à la bibliothèque pour d'autres personnes qui n'ont pas cette capacité-là, des lectures à l'école primaire pour stimuler les enfants à découvrir des nouvelles choses. On va offrir du temps bénévole pour aider d'autres personnes dans différentes type d'approche, penser aux popotes roulantes, penser à la préparation de vêtements, penser à l'accompagnement des enfants, regarder qui aide à traverser les rues pendant la période scolaire. Ce sont souvent des gens à la semi-retraite ou à la retraite. Alors, les personnes seniors sont partout et sont efficaces et sont rentables pour une société. Si on avait comme si chaque gouvernement devait calculer, et je pense que durant la pandémie, ils l'ont bien vu, mais ils ne l'ont pas peut-être quantifié. Si on calculait, on enlève les seniors, on enlève la part économique qu'ils amènent et on enlève la part de main-d'œuvre qu'ils amènent gratuitement par le bénévolat. Aucun gouvernement va être capable de pallier à ce trou financier-là. Je suis prête à parier. Oui, et c'est partout. Ça, je peux vous dire que ça a été remarqué, pas seulement au Québec, au Canada. Il y a des recherches en Suisse qui en font éloge. Alors, vieillir est-il la conférence du professeur Somme? Je vous ai mis là en vignette. Alors, il nous dit, vieillir, de tout temps, cette expérience a été connotée de stéréotypes à la fois positifs, sagesse, transmission, expérience, et négatifs, perte de performance physique ou psychique, maladie, handicap. On vient de s'en parler. Les preuves s'accumulent au contraire pour démontrer qu'il est non seulement possible, mais souhaitable, de cultiver le plaisir comme une source de bonne santé et de bien-être dans le grand âge et le très grand âge. Oui, là, on a une réflexion à faire là-dessus. Je vous dis, c'est intéressant d'aller écouter cette conférence-là. Elle dure environ 1h40. Je l'ai écoutée 3 fois en prenant énormément de notes que j'ai restreint ici pour ne pas alourdir le tout. Mais c'est vraiment important de s'arrêter à ce phénomène-là et à se rendre compte que vieillir, ce n'est pas si horrible. Et vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure d'une autre présentation d'un homme de 90 ans qui nous donne tout l'espoir. Et notre façon de percevoir le vieillissement et notre façon d'accepter d'être heureux et de se faire plaisir et de vivre des moments de plaisir en avançant dans le temps va garantir la qualité de notre santé mentale et physique. C'est vraiment un tout. Si vous n'avez pas le moral, votre santé physique, votre corps ne portera pas le tout. Si votre tête va bien, votre corps va bien. C'est rare que l'inverse est possible. Alors, donc, je vous invite à aller voir ça. Je voulais aussi, attendez, je vais aller à l'autre diapositive. Bon, comment rester jeune? Alors, ce qui accélère le vieillissement, on l'a entendu parler souvent, le tabac, le stress, le surplus de poids. Alors, vous pouvez ajouter à ça l'activité physique. On en a déjà parlé, on va en reparler encore. Le mode de vie influence plus que les gènes. Alors, il y a des recherches qui ont été faites. Il y a une belle recherche qui est sur BBC, qui est justement titrée comme ça, Comment rester jeune.
Ça a été traduit de l'anglais, bien sûr. Ça dure plus de 2 heures et toutes les informations qui sont là. Il y a aussi TV5 et TV1, si je ne me trompe pas, qui ont aussi présenté des choses. Vous avez tout ça dans la bibliographie. Et ça, c'est du visuel. Et ça explique toute cette démarche-là et comment de faire un minimum de mouvements par jour peut vous aider à rester en santé et même combattre votre bagage génétique. Si vous avez une façon de penser qui est positive, si vous posez les bons gestes dans votre vie, vous faites des bons choix, il n'est jamais trop tard pour les faire, même si vous, là, vous m'entendez, vous dites: «Ah, mon dos, il est trop tard». Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez avoir de l'impact sur la qualité de vos prochaines années. Il y a, donc, les recherches dont je vous parlais disent que les végétaliens ont une expérience de vie 4 fois plus grande que les carnivores. C'est intéressant, ça. Ça vaut la peine d'aller voir dans toutes les sphères. Je vous dis, moi, je ne mets pas de filtre quand je fais ma recherche. On dit que les noix, on parle des noix en écailles, là, non salées bien sûr, protègent des risques cardiaques. Une poignée, 5 fois par semaine, viendrait combler la partie protéinique pour les végétaliens. Plus une assiette est colorée, plus c'est nourrissant. Dans une vidéo qu'on a faite concernant le goût, on en parlait. En effet, s'il y a de la couleur dans l'assiette, même quelqu'un qui donne l'impression qu'il ne voit pas bien, il va quand même percevoir les nuances de teinte et ça va quand même le stimuler. Et il y a souvent des odeurs qui sont reliées aux couleurs et aussi, il y a des couleurs qui sont porteuses de vitamines et d'antioxydants. Bon, je ne reprendrai pas la vidéo complète, hein. On perd du muscle en vieillissant, c'est le gras qui remplace et c'est la raison pour laquelle il faut bouger. La danse permet de maintenir la masse musculaire, la coordination, l'équilibre, la mémoire, le cardio, l'organisation dans l'espace et dans le temps. Il faut faire des activités qui procurent du plaisir. Alors, vous voyez, ça, ces recherches-là qui ont prouvé que la danse permet de maintenir la masse musculaire, ils ont comparé des groupes de gens à qui on a donné des périodes d'entraînement physique et des gens à qui on a montré à danser. On a étudié dans le temps, on a pris des mesures avant, on a pris des mesures après et c'est prouvé que la danse est plus efficace parce que vous voyez tout ce que ça vient stimuler chez l'être humain. Donc, amusez-vous à danser dans la maison, dans votre salon, mettez de la musique, dansez en cuisinant, dansez en lisant, en écrivant. Toutes les raisons sont bonnes pour vous faire du bien. Alors, l'approche éducation sociale et responsabilisation. Durant la pandémie, le confinement des personnes de plus de 70 ans aurait pu laisser place au jugement et pouvoir de chacun en présentant le risque accru pour les situations particulières. Le système immunitaire fragilisé, les personnes ayant un problème de santé en traitement ou en attente de traitement. Si on avait fait ça, ça aurait été ce qu'on appelle une approche d'éducation sociale et de responsabilisation, ce qui permet, dans le temps, d'éviter des peurs, des paniques et une déresponsabilisation et des gens qui attendent que le gouvernement nous dise quoi faire ou que d'autres gens nous disent quoi faire. On peut prendre soin de nous et prendre soin de notre santé, peu importe notre âge, et on peut éviter l'isolement des aidants et des aidés dans leur situation particulière. On peut informer et sensibiliser en laissant le libre arbitre à des adultes responsables de jugement. On est tous capables d'exercer ça. On va le voir, il y a même une association en Europe qui a écrit à leurs gouvernants pour les sensibiliser à la démarche. Alors, pensez la vieillesse autrement, c'est ce que je vous dis depuis le début, mais je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Tout comme les autres membres de la communauté, elles, ici on parle des seniors, les personnes vieillissantes, elles sont inscrites dans des relations d'interdépendance dont elles bénéficient en même temps qu'elles y participent. Ce qui est important, c'est d'avoir une réaction de société, provoquer des groupements, pas juste des personnes qui sont victimes d'AGIS,
de 75 ans et plus et de 70 ans et plus. Mélangez ça. Des gens qui sont plus jeunes, des gens qui ont 12, 15, 20, 50, 30 ans, 60, 70, 80 ans. Mélangez toutes les couches d'âge pour se mobiliser contre l'agisme. C'est comme ça qu'on va réussir à modifier la façon de penser. On est constamment en interdépendance et en interrelation. C'est pas en isolant les groupes, en disant c'est aux boomers de régler tel problème, c'est aux 75 ans et plus de régler tel problème. C'est pas vrai. Si on veut changer des choses dans la société, c'est à toutes les couches de la société, tous les membres de la société d'agir. Alors, il faut être pluridisciplinaire et de multisage pour pouvoir agir efficacement. Alors, l'association dont je vous parlais, ça s'appelle l'association Hold Up. Donc, vous voyez le jeu de mots. Alors, vieux debout, on pourrait le traduire comme ça. Ils ont écrit à leurs gouvernants, voici des éléments que j'ai ressortis de leurs lettres qu'ils ont envoyées, qu'ils ont publiées. Nous savons scientifiquement que le confinement est source de détresse pouvant aller jusqu'à la mort. Ils ont appuyé ça sur des recherches-là. Cette affirmation ne révèle pas de la croyance, il s'agit d'un fait médical reconnu. On ne veut pas ça pourtant. Le gouvernement qui gère la pandémie pourrait parfaitement prendre des mesures souples et personnalisées, incitant à la prudence les sujets âgés déjà malades, cœur, poumons, et de ce fait particulièrement exposés au virus. C'est ce qu'on se dit depuis les dernières minutes. Nous souhaitons que les mesures de déconfinement prennent en compte cette nécessité de donner aux personnes âgées le même droit à la vie, quel que soit l'âge atteint. Mais le droit à la vie, on l'a depuis la naissance et on veut le garder jusqu'au dernier souffle et personne ne devrait avoir le droit de nous l'enlever. Et ce droit à la vie-là passe par l'éducation de moyens de protection et non pas en isolant des couches de société. Oui, je suis fâchée. Oups, excusez-moi. Voilà. Alors, je voulais vous parler de M. Claude Vell, un jeune homme de 90 ans. Oups! Excusez-moi, ça a changé sans que je l'aie touché. Donc, M. Vell, lui, partage un message d'espoir et d'humanité. Lui, il dit que vieillir, c'est pas si grave. Alors, il demande, à quel âge on a peur de vieillir? Avez-vous déjà pensé à partir de quel âge vous avez eu peur de vieillir? Et pourquoi on a peur, d'après lui? Parce que vieillir, c'est le symbole de la peur de la mort. C'est la peur du vide de l'agenda. Quand les gens prennent leur retraite, au début, c'est beau. Et après un certain temps, c'est comme la panique. Il n'y a plus d'agenda qui gère le temps et les choses à faire. La peur du téléphone qui ne sonne plus. La peur de ne plus avoir d'activité où on voit des gens de tous les âges et de tous les types, tous les niveaux de société. La peur de prendre la place des jeunes. J'ai pris ma retraite à l'âge de 56 ans et il y avait déjà depuis 1 an des gens qui me disaient: «Tu dois être à veille de prendre ta retraite». J'avais vraiment l'impression qu'on me tassait et je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, là, et je l'ai vécu à 56 ans. Alors il y a des gens qui l'ont vécu eux aussi pendant plusieurs années et j'ai eu différents témoignages là-dessus et sûrement d'autres intervenants pourraient vous en parler. Mais c'est vraiment impressionnant. Ça donne vraiment l'impression qu'on dérange après un certain temps. Et bien sûr que ça fait comme j'ai fait, plusieurs reviennent du travail à mi-temps pour être davantage dans une semi-retraite parce qu'on sait très bien qu'on peut continuer d'être positif et constructif dans notre société et continuer à partager notre expérience. La voilà donc la bibliographie qui comporte plusieurs éléments. Bien sûr, bon, là, les bibliothèques commencent à ouvrir, les librairies aussi. Alors, éventuellement, dans les prochains, il va y avoir de plus en plus de livres. Mais là, j'ai fait attention de toujours vous indiquer des informations sur Internet ou comme ici, RC Audio Balado. Alors, c'est une émission qui s'appelle Bain libre, qui est faite par des quadragénaires
donc des jeunes de 40 ans, qui ont fait un temps d'arrêt sur comment ils percevaient le vieillissement de leurs parents, voir vieillir ses parents, qu'est-ce que ça fait et comment eux se sentent impuissants devant qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, je vous invite à aller voir ça. Et bien sûr, YouTube qui nous amène beaucoup d'informations toujours. Alors, nous voici rendus donc à la conclusion. Si vous avez des besoins d'accompagnement pour exprimer positivement, bien sûr, votre désir de reprendre du pouvoir sur votre vie, vous pouvez communiquer avec moi. Je vais tenter de vous accompagner, de vous diriger vers les bonnes ressources s'il le faut. Vous avez aussi l'adresse Internet de l'Association bénévole de l'île d'Orléans, qu'on appelle communément l'ABIO. Et vous avez aussi l'information sur l'appui Capital National, qui non seulement nous aide financièrement, mais qui ont une ligne qui s'appelle Info Aidant et qui est là pour tous les proches aidants. Si vraiment vous avez l'impression de vivre de l'isolement depuis le début de la pandémie, c'est important de le manifester. Vous pouvez peut-être avoir de l'appui, de l'aide, d'une ressource quelconque. Alors, téléphonez à la ligne qui est là, le 1-800-855. C'est vraiment un service qui existe du lundi, maintenant c'est, oui, du lundi au vendredi, de 8 heures le matin à 20 heures le soir et c'est gratuit. Alors profitez-en. Là-dessus, je vous dis, nous allons avoir un prochain rendez-vous, à la fin juillet, donc le 17, si je ne me trompe pas, et nous allons pouvoir parler, du proche aidant, qui tente de s'adapter, avec toutes les prenez le temps d'aller chercher les ressources qui peuvent être bonnes pour vous, qui peuvent vous aider à cheminer et ne vivez pas l'isolement dû au confinement et à la pandémie. Il y a moyen de reprendre un peu de pouvoir là-dedans. Alors merci, à bientôt, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Au revoir.